JM Analysis, un autre regard. Chers auditeurs de JM Analysis, bonjour pour cette nouvelle émission qui va être consacrée aujourd'hui à la question de l'individualisme et pas simplement à la définition de l'individualisme, mais à la valeur que nous devons accorder également à cette notion. On peut commencer de la manière la plus simple et, j'ai envie de dire, la plus scolaire qui soit, en disant « nous sommes individualistes ». C'est ce que nous apprennent nos chers professeurs d'économie, qui généralement, je ne sais plus si ça fait partie du programme, nous parlaient de l'individualisme et notamment de Tocqueville. Donc rafraîchissons-nous un petit peu la mémoire. Je rappelle que Tocqueville nous dit que l'individualisme, c'est une idée qui doit être définie, et Tocqueville distingue en fait la notion d'égoïsme de celle d'individualisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que l'égoïsme, c'est le fait de penser tout simplement à soi-même. Bon. Et si vous vous souvenez de ce que disait Rousseau de l'amour de soi, Rousseau nous disait « il n'y a rien de mal dans le fait de s'aimer soi-même ». Pour Rousseau, effectivement, l'amour de soi, c'était quelque chose qui était pratiquement naturel. Et Rousseau nous disait même un animal connaît l'amour de lui-même. Par contre, il existe un autre sentiment, et c'est là que Tocqueville va intervenir, qui consiste non pas simplement à s'aimer soi-même, mais plutôt, je dirais, à ignorer l'autre. C'est-à-dire à rendre l'autre véritablement invisible, faire comme si l'autre n'existait pas. Alors cette attitude qui consiste à réduire la société à un tout petit cercle, vous la connaissez bien sûr cette attitude. Nous baignons dans cette atmosphère individualiste, c'est-à-dire le fait de réduire la société générale à une petite société, c'est-à-dire à celle de ses amis ou à celle de ses proches. Écoutons donc l'analyse de Tocqueville qui va distinguer dans un texte célèbre l'égoïsme de l'individualisme. L'individualisme est une expression récente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l'égoïsme. L'égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même qui porte l'homme à ne rien rapporter qu'à lui seul et à se préférer à tout. L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. L'égoïsme naît d'un instinct aveugle. L'individualisme procède d'un jugement erroné plutôt que d'un sentiment dépravé. Il prend sa source dans les défauts de l'esprit autant que dans les vices du cœur. L'égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus. L'individualisme ne tarit d'abord que la source des vertus publiques, mais à la longue, il attaque et détruit toutes les autres et va enfin s'absorber dans l'égoïsme. L'égoïsme est un vice aussi ancien que le monde. Il n'appartient guère plus à une forme de société qu'à une autre. L'individualisme est d'origine démocratique et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent. Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Alors, dans les analyses que nous faisons généralement de ces petits textes de Tocqueville, petits textes qui ont eu de grandes influences, eh bien, nous avons tendance à définir l'individualisme, mais généralement, nous évitons de le juger. On nous dit, tout simplement, nous vivons des sociétés individualistes, nous vivons les temps de l'individualisme, et j'ai envie de dire que ça s'accompagne d'une forme de fatalisme. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, voilà, il faut faire avec. Le fatalisme, c'est le fait que les sociétés modernes deviennent des sociétés individualistes, et toute l'histoire de l'Occident récapitule effectivement ce qu'énonce Tocqueville, c'est-à-dire un individualisme terrifiant. Mais examinons un petit peu le jugement que l'on peut porter sur l'individualisme, ce qui est rarement fait. Il ne s'agit pas donc de définir simplement l'individualisme comme un sociologue. Il s'agit en tant que citoyen de prendre position et de dire ce que nous pensons de l'individualisme.
Alors la première chose qu'on peut vérifier, c'est que certains penseurs font l'éloge de l'individualisme. Ils vont considérer que l'individualisme ou l'égoïsme, puisque vous l'avez remarqué, Tocqueville nous dit que l'individualisme peut, in fine, aboutir à de l'égoïsme pur et simple, eh bien, c'est une vertu. En effet, la pensée libérale considère que l'individualisme est une vertu. Pourquoi ? Parce qu'il est très très bien, ou c'est un bien, que de rechercher son intérêt personnel. Et cela, je dirais, depuis ses débuts, le libéralisme est profondément lié à l'individualisme. Si vous examinez Adam Smith dans La richesse des nations, que dit Adam Smith ? Il nous dit « Il n'est pas nécessaire que le gouvernement s'immisce dans les affaires des individus pour que l'économie prospère. C'est-à-dire, dit-il, c'est par la recherche du profit personnel que la société bénéficie du bien commun. » On a bien là l'idée que l'individu est à la recherche constante de son bien propre, et cette recherche du profit personnel fait le bien de tous, dit Adam Smith. Mais vous avez mieux qu'Adam Smith. Vous avez des auteurs du XXe siècle, comme Ayn Rand. Ayn Rand qui a écrit un livre sur la vertu de l'égoïsme, enfin des articles. Ayn Rand, je rappelle, était une romancière, une philosophe américaine d'origine russe, qui a immigré aux États-Unis dans les années 20 et qui a changé son nom en Ayn Rand. Et elle est surtout connue pour des œuvres littéraires comme La Grève ou La Source vive, qui expriment ses idées sur l'individualisme et le capitalisme. Et l'idée de Ayn Rand est malheureusement simple, peut-être un peu trop simple, c'est que le capitalisme, c'est la projection sociale de l'égoïsme moral. Écoutons ce qu'elle dit de l'individualiste. Un individualiste est un homme qui vit pour son propre compte et selon son propre esprit. Il ne se sacrifie ni aux autres, ni ne sacrifie les autres pour lui-même. Il traite les gens comme un commerçant, non pas comme un pilleur, comme un producteur, non pas comme un Attila. Ayn Rand, La vertu de l'égoïsme. Un nouveau concept de l'égoïsme. Alors à entendre ces louanges de l'individualisme, on a l'impression que nous vivons dans des sociétés paradisiaques puisque elles sont individualistes. L'individualisme, c'est une notion qui provient de l'entrepreneur. C'est l'homme qui s'est fait tout seul, le self-made man, celui qui n'a pas eu besoin des autres ou qui a cru ne pas en avoir besoin. Eh bien, j'aimerais changer un petit peu le mythe de cet entrepreneur individualiste tout-puissant. Imaginez qu'aujourd'hui, je déambule dans les rues animées d'une grande ville et que je vois ce self-made man, cet entrepreneur qui s'est fait tout seul, je le vois tomber dans un magasin. Sa chute est brutale, inattendue, il est inconscient, allongé sur le sol d'un magasin bondé, et le moment est critique. Est-ce que, en tant que témoin, je dois intervenir ? Est-ce que je dois relever notre individualiste, pratiquer les premiers secours, même si je suis pour lui un parfait inconnu ? Au nom de l'individualisme, est-ce que je devrais simplement passer mon chemin en me disant que finalement, ces affaires personnelles ne me concernent pas ? Vais-je dire ce que lui m'a dit toute sa vie ? Ce n'est pas mon business, cela ne me concerne pas, ce ne sont pas mes affaires. Ou vais-je à contrario l'aider, briser la cage de l'individualisme ? On voit bien que ce discours qui consiste à justifier l'individualisme, à l'encourager, mérite sans doute d'être revu. Mais pour quelle raison ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'existent en fait des conséquences sociales extrêmement néfastes à cet individualisme libéral. Et je me contenterai aujourd'hui d'en nommer trois. La première conséquence, c'est la solitude. L'individualisme,
qui est chanté sur tous les tons, entraîne de facto une montée de la solitude qui est particulièrement visible dans les grandes villes libérales, des grandes nations libérales. Solitude souvent qualifiée de mal du siècle, en quelque sorte. Cette solitude dépasse la simple absence de compagnons et se traduit en fait par un manque de connexion véritable avec autrui. Certes, l'individualisme peut séduire les individus puissants, les entrepreneurs qui se sont faits tout seuls, bien sûr, mais cet individualisme peut devenir redoutable pour toute une catégorie de la population générale, à savoir les personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes malades, qui se retrouvent très rapidement isolées et prises au piège de cette idéologie, en quelque sorte, de l'autonomie du sujet. La deuxième conséquence extrêmement néfaste, c'est la violence. L'individualisme, en fait, peut engendrer une forme de violence sociale, parfois décrite comme une guerre de tous contre tous. Cette dynamique va créer des conflits latents entre les individus, rendant difficile la construction d'un monde commun. Je me souviens d'ailleurs d'un article intéressant de l'historien Jacques Julliard qui avait relié l'individualisme à la violence et qui soulignait justement que le système libéral étouffait en quelque sorte les sentiments de solidarité qui contrecarrent les violences quotidiennes. L'absence de sentiments fédérateurs comme l'honneur des aristocrates, la charité des chrétiens ou la fraternité des socialistes peut accroître effectivement les tensions sociales. Et puis il y a un dernier argument très important. Ce dernier argument, c'est la destruction possible de l'humanité. L'individualisme peut détruire notre humanité. Et cet argument a été énoncé par le philosophe Hans Jonas, qui critiquait l'individualisme pour sa tendance à négliger les risques qui menacent l'humanité. En effet, Jonas, le philosophe, a écrit un ouvrage qui s'intitule « Principe responsabilité », et dans cet ouvrage, il affirme que toute pratique comportant un risque de destruction de l'humanité devrait être interdite. On a vu dans une émission précédente, un individualiste, les individualistes ont, il est vrai, des droits. Et vous le reconnaissez d'ailleurs, cet individualiste. C'est généralement la personne qui réclame des droits à U et à dia. Mais l'individualiste a beaucoup plus de peine à reconnaître l'idée de devoir. Ce qui fait que les individualistes, on peut les reconnaître à ce fait très simple, c'est qu'ils haïssent souvent la morale. Pourquoi ? Parce que pour eux, la morale, on va dire, représente une contrainte. La morale va créer des interdits, que toute morale d'ailleurs soulève. Ce qui fait que Hans Jonas va proposer à tout citoyen, non pas un individualisme débridé, mais il va proposer à tout citoyen un devoir, qui est un devoir qu'il estime universel, qu'il va formuler d'ailleurs comme Kant sous la forme d'un impératif. Hans Jonas propose donc un impératif éthique qui est le suivant: agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Vous l'avez compris, Hans Jonas met en avant l'importance de protéger l'humanité pour le bien des générations futures. Il souligne par là même que nous devons dépasser notre individualisme, que nous avons une responsabilité directe envers ces générations futures. Après tout, qu'est-ce que c'est que l'individualisme ? C'est tout simplement l'idée « après moi le déluge ». Et c'est une idée véritablement catastrophique puisqu'elle annonce justement le déluge. Elle annonce la fin des temps, car cette idée se concentre uniquement sur les intérêts présents. Elle compromet donc la survie et le bien-être des générations à venir. En conclusion, on ne peut que reprendre le vocabulaire d'un essayiste qui s'appelle Vincent Coquebert et qui nous dit « Nous vivons une ère nouvelle ». Alors, on aurait pu l'appeler l'ère de l'individualisme, et Vincent Coquebert l'appelle l'ère de l'égocène. Il nous dit « À l'ère de l'égocène, on veut un monde qui soit le reflet de notre moi ».
Entre le consumérisme d'une part qui nous propose un monde sur mesure et le sentiment qu'il n'y a plus de destin politique commun, le repli sur soi est totalement général, affirme-t-il. Et je ne peux moi aussi que vous poser la question qu'il posait, question angoissante, est-ce la fin de l'autre à laquelle nous assistons actuellement ?